Décalé. Décalé, décalé, décalé. Un brin. Décalé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. C'est parti! Commençons avec ce premier épisode que j'ai décidé d'appeler « Ça ne se voit pas, mais ici, ça s'écoute ». J'ai voulu commencer avec ce titre qui donne bien l'idée générale du podcast, parce que, disons-le, il y en a un petit peu marre de tous ces préjugés. Moi, c'est Lou, j'ai 31 ans. Jusqu'à il y a un mois, j'étais musicothérapeute clinicienne, voilà, depuis quelques années. Et depuis quelques temps, je me lance dans la voix off, en parallèle donc de ce podcast. Dans ce premier épisode, je vais vous parler de mon diagnostic que j'ai eu à mes 25 ans, donc tardivement, et de comment je suis arrivée à ce diagnostic. Donc, depuis très jeune, j'ai commencé à me sentir différente par rapport à plusieurs choses. J'ai, comme beaucoup de personnes différentes, subi du harcèlement. Qui dit petite ville à la campagne dit petite école et petit collège. Déjà, on avait la chance d'avoir un collège. On devait être une 60aine en tout. Et forcément, ça n'aide pas non plus, puisque quand on est catalogué au départ, pendant de nombreuses années, on est avec les mêmes personnes. Donc, quand on a une première étiquette, après, c'est foutu, jusqu'à que tu pars au lycée, quoi. Et en plus, avec mon prénom, ça n'aidait pas. Je me sentais décalée, d'où le titre du podcast. Mais j'avais pas d'explication. À part le fait que j'avais des TOC qui ont commencé à arriver à peu près à l'âge de mes 10 ans. Mais au niveau de ma scolarité aussi, c'était compliqué. Beaucoup de travail à la maison pour souvent des résultats assez moyens. Je dirais du coup que dans ma jeunesse, j'ai le sentiment que mon handicap a été plus visible qu'il l'est à l'heure d'aujourd'hui, à l'âge adulte, dû certainement beaucoup aux thérapies et à la prise de conscience de plein de choses, de comment je fonctionnais et d'avancer en fait sur mes problématiques. J'ai beaucoup évolué à travers toutes ces années grâce aux thérapies, mais aussi à l'observation des autres et aussi aux personnages fictifs dans les films, dans les livres, dans les séries, etc. Après, je ne vais pas rentrer vraiment dans les précisions de mon histoire. Là, c'est vraiment un premier épisode assez général. Et dans les chapitres, je vous expliquerai, mais ça sera plus précis. Donc, je suis allée voir pas mal de thérapeutes. Il y a une période, donc, j'ai vu une hypnothérapeute qui m'a parlé du HPI. Elle sentait qu'il y avait quelque chose chez moi, donc elle m'en a parlé. Alors moi, je connaissais mais de nom. Et elle m'a donné une fiche avec, si vous voulez, un peu les traits qui représentent le HPI. Et en fait, sur cette fiche, il y avait 2 rubriques. Il y avait une rubrique qui était tout ce qui est un petit peu affectivité et émotion, tout ça. Donc là, je me suis beaucoup retrouvée dedans. Par contre, dans l'autre rubrique, c'était tout ce qui était un petit peu plus intellectuel, avec forcément une grande curiosité, une très grande intelligence, tout ça. Alors j'imagine bien que c'est comme le TSA, c'est assez restrictif. Il y a aussi des préjugés et que c'est plus que juste ça. Mais sur cette fiche, à l'époque, voilà, c'était ça. Et du coup, ce côté intellectuel ne me correspondait pas du tout. Donc, on a un peu laissé tomber l'histoire. Avec mes parents, on s'est dit, ça pouvait pas être ça. Voilà, donc après, on n'en a pas reparlé. Les années ont passé. Et en plus de cette différence que je ressentais toujours, même si après, dans mes études supérieures, ça s'est mieux passé avec les autres, parce que j'ai beaucoup évolué, parce que les gens sont plus matures aussi. Et de plus en plus, je ressentais cette fatigue quotidienne que j'expliquais pas, parce qu'à mon âge, c'est bizarre quand même d'être fatiguée à ce point. Donc, j'ai fait un test d'apnée du sommeil. Je suis allée à la clinique faire mon test, en espérant que ça soit ça, pour avoir une cause en fait, une explication. Et il s'est avéré que c'était pas ça, à mon grand désespoir à l'époque.
parce que je sais bien, pour avoir des gens de mon entourage qui ont de l'apnée du sommeil et cette machine, je sais bien que c'est très compliqué, du moins au début, de l'avoir tous les soirs. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de comprendre ce qu'il y avait derrière cette fatigue, en fait. Donc voilà, le temps passe. Et un jour, en 2019, j'ai ma mère qui me dit « Bon, Lou, j'ai écouté une émission de radio sur l'autisme et ça m'a beaucoup fait penser à toi. Tu devrais l'écouter, voir ce que t'en penses. » En fait, c'était une émission avec des spécialistes et des auditeurs qui appelaient et qui témoignaient. Et elle m'a dit, donc quand j'ai écouté cette émission de radio, voilà, avant de t'en parler, j'ai lu un livre sur le sujet et je trouve que ça te fait écho. Donc, moi, ma première réaction, ça a été de me dire, non, t'es bien gentille maman, mais non, je crois pas. Alors, pas dans le sens où je l'ai mal pris, pas du tout. C'est vraiment plus dans l'incompréhension de pourquoi elle pensait que j'étais autiste, parce que je pensais que je connaissais bien l'autisme, et franchement, je me voyais pas du tout autiste, quoi. Et puis, en plus de ça, avec mes études de musicothérapie, j'ai été formée sur plein de pathologies. Alors, bien que l'autisme, j'y reviendrai, n'est pas une pathologie, mais voilà, j'englobe tout ce que j'ai pu apprendre sur les handicaps différents. Et tout ce que j'ai appris sur l'autisme dans ma formation, c'était autisme avec déficience intellectuelle. On n'apprend pas, enfin en tout cas moi, j'ai pas appris le trouble du spectre autistique avec l'étendue du spectre. Voilà, donc après j'étais pas fermée quand elle m'a dit ça. Donc je suis toujours en fait avec l'espoir de trouver en fait ce qui cloche chez moi. Donc j'ai écouté cette émission de radio qu'elle m'a conseillée. Et effectivement, il y avait des choses qui me parlaient. Donc après, j'ai lu le livre. Et là, effectivement encore, j'ai surligné pas mal de choses. Le marqueur, il était bien visible sur pas mal de pages. Alors, je me retrouvais pas dans un type, parce que c'est un livre que je pourrais vous donner, qui définit plusieurs types de troubles autistiques. Mais moi, je me retrouvais pas dans un type. Je retrouvais plusieurs choses dans chaque type, en fait. Et vraiment, je me dis, mais c'est fou, quoi. J'ai l'impression qu'on me parle de moi. Mais voilà, ce doute, parce que y a des choses qui me correspondent pas, et encore une fois, c'est pas sur... je me voyais pas dans un type d'autisme qu'il décrivait. Donc je me renseigne, et là, par chance, il y avait un organisme qui s'était créé il y a peu de temps avant pour réaliser les diagnostics de personnes adultes, parce qu'il existait surtout des organismes pour des diagnostics pour enfants. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que comme ça s'était créé il y a peu de temps, j'ai pu ne pas trop attendre. Et ça, je sais à l'heure d'aujourd'hui encore que c'est une grande chance. Donc j'attends quelques mois quand même. Donc il y a un premier test qui est réalisé sans moi avec mes parents, qui a duré 3-4 heures. Et puis pareil, moi un autre jour. Et où j'ai réalisé plusieurs tests. J'y reviendrai, tous les détails que je donne pas, j'y reviendrai dans des prochains chapitres. Mais si je veux pas, pour vous surtout, que l'épisode dure 1h30, voilà. Et après, j'ai attendu 3-4 mois parce que normalement c'est plus rapide, mais bon, il y a eu des petits soucis, donc j'ai attendu un petit peu. Et puis enfin, le résultat, je suis autiste Asperger. Alors petit aparté, Asperger, maintenant, on ne le dit plus parce que Hans Asperger est plus très bien vu, on va dire. Après, honnêtement, moi, comme beaucoup de personnes encore, ça m'arrive de l'utiliser, parce que généralement, c'est plus simple. Soulagement. Je vous assure que ça a vraiment été un gros soulagement de comprendre d'où vient cette différence, pourquoi je suis comme ça, de pouvoir l'expliquer à ma famille, à mes amis. C'est comme si, en fait, ça me permettait de moins culpabiliser. De dire, c'est vrai, je joue pas un rôle, je joue pas la comédie quand ça va pas, quand c'est compliqué, quand je me sens différente. C'est vrai, en fait. Il y a une preuve et en plus, il y a des gens qui sont comme moi.
Alors pour ma famille proche, ça n'a pas été une surprise. Parce que même si on n'avait pas de nom sur la Tipeee, avec eux, j'ai toujours été naturelle en fait. Cette différence, ils l'ont toujours sentie. Sachant que moi, dans ma famille, je suis la seule à être autiste. Mes amies aussi, ça n'a pas été vraiment une surprise, bien que elles pensaient pas que c'était de l'autisme par malconnaissance. Mais quand je leur ai expliqué, effectivement, oui, elles m'ont dit oui, c'est bien toi, quoi. Par contre, il y a des gens dans ma famille un peu plus larges, on va dire, où en règle générale, les gens que je côtoie, pour eux, ça a été une grande surprise. Parce que, forcément, avec l'invisibilité du handicap, alors parfois il est un peu plus visible, ça dépend parce que j'y reviendrai, mais c'est pareil, on est tous un peu différents. Mais en général, principalement chez les adultes autistes, ça ne se voit pas, ou peu. Donc c'est une grande surprise pour pas mal de gens. Après, c'est pas de leur faute, que ça soit dans les médias, dans les films, on parle de plus en plus de l'autisme. Donc ça c'est chouette, on va pas le nier. Mais le souci, c'est que on présente toujours les deux mêmes types d'autisme. Qui fait que le préjugé qu'on entend le plus, le préjugé numéro 1, c'est que soit on a un retard mental, donc avec une déficience intellectuelle, soit on est Asperger, avec forcément un QI très élevé, une insociabilité, une gêne à regarder les autres dans les yeux, etc., etc. Eh ben non, en fait, pas du tout. Alors oui, il y en a qui ont ces particularités-là, mais ça représente pas du tout toutes les personnes autistes. Les personnes autistes sans déficience intellectuelle représentent 45% de la population TSA. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le trouble du spectre autistique, c'est vraiment, comme son nom l'indique, un spectre. Beaucoup de gens disent qu'il y a autant de TSA que de personnes TSA. Après, on a évidemment des particularités communes qui sont dans le DSM-5 et qui ont permis jusqu'à maintenant de réaliser les diagnostics. Donc ces particularités, je vais vous les dire, c'est des soucis au niveau des interactions sociales, de la communication, l'existence d'intérêts restreints. Moi, j'aime pas forcément ce mot, je préfère appeler des passions, tout simplement. Et un comportement qui est dit un peu décalé, c'est-à-dire des comportements stéréotypés, des routines qui sont intenses, des gestes répétitifs. Et puis, le dernier point qui est représenté dans le DSM, c'est l'hypo- ou l'hypersensibilité sensorielle. Et souvent, on pense qu'on est forcément dans l'hypersensibilité, alors que non, on peut être aussi hyposensible sur certains sens. En fait, ça dépend vraiment. C'est très large et ça varie d'une personne à une autre et d'un sens à l'autre. Après, j'entends déjà des gens dire oui, mais nous aussi, on a de l'hypo, on a de l'hyper, on a des passions. Oui, certes. Mais la différence, c'est que nous, ça peut nous pourrir la vie dû à l'intensité qui n'est pas la même. Aussi, si c'est apparu dès l'enfance, et la quantité des particularités. Et là est toute la différence. Alors un deuxième préjugé aussi qu'il est important de dire dès le premier épisode, je pense, c'est que les autistes ne sont pas que des hommes ou que des enfants. Parce que ça aussi, c'est dû à la malconnaissance. Très important aussi à mon sens, le trouble du spectre autistique, c'est pas une maladie. Alors oui, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui vraiment sont compliquées. Mais il n'y a pas que du négatif, c'est-à-dire qu'on a aussi des richesses. Et souvent, les gens ne pensent qu'au négatif, alors qu'on a aussi des richesses, et j'y reviendrai bien sûr. On n'est pas moins bien ou mieux que les autres en fait. Simplement, on fonctionne différemment. On est né autiste, on ne devient pas autiste. Même s'il y a des personnes qui découvrent sur le tard, ou pas du tout parfois, qu'elles ont un TSA, on ne devient pas autiste. C'est juste qu'on ne le sait pas, ou qu'on n'a pas été diagnostiqué. Je fais partie des gens qui rentrent pas dans cette norme créée par la société. Pour parler de chiffres, officiellement, on est 700 000 personnes ayant un TSA en France, une personne sur 100.
Mais en vérité, officieusement, on est beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas diagnostiqués, pour plusieurs raisons. Et notamment les femmes, chez qui généralement ça se voit beaucoup moins. Je parle en général, hein, je ne mets pas tout le monde dans la même case. Il y a aussi des hommes qui ont un handicap plus invisible. Mais chez les femmes, on a tendance à beaucoup compenser, d'où la fatigue quotidienne. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le paraître. On a appris en fait à se conformer. En quelque sorte, on joue un rôle qui nous fatigue beaucoup pour pas qu'on voit que on n'a pas tout compris ou qu'on est mal à l'aise, pour cacher l'anxiété. Mais on arrive avec cette énergie-là qu'on met à cacher nos difficultés et à paraître entre guillemets normal. Mais il y a aussi d'autres raisons à ce sous-diagnostic. Et quand je disais que dans la société en général, il y avait une malconnaissance, sachez qu'il y a également des professionnels qui sont mal formés et donc ont beaucoup de préjugés et donnent un mauvais diagnostic ou ne font carrément pas passer les tests. Il y a des personnes, TSA, à qui on a dit, des professionnels, je parle, non mais vous parlez bien, vous me regardez, on a un bon échange, vous pouvez pas être autiste. Ou ça devient la mode, là, le phénomène d'autisme, c'est bon. Hein. Et oui, je vous assure que c'est vrai. Pour revenir aux personnes à qui j'en ai parlé, d'ailleurs c'est pas toujours le cas, hein. J'en parle pas tout le temps, ça dépend. Il y a aussi quelques personnes qui ont totalement changé de comportement avec moi quand elles ont su que j'étais autiste. Alors c'est une minorité, hein, mais voilà, j'ai été vraiment déçue par certaines personnes. Si on est autiste, on n'est plus fréquentable, on ne sait pas communiquer et tous les autres préjugés qui vont avec. C'est des personnes avec qui je discutais bien avant, hein. Mais non, je suis autiste, alors alors que j'ai absolument pas changé en fait. Et c'est là où ça peut être très blessant. Des personnes avec qui tu t'entendais bien et du jour au lendemain t'ignorent tout simplement. Parce que tu comprends, t'es autiste, donc forcément t'es arriéré. Hein. On peut pas parler avec une personne autiste. C'est la honte, puis non, elles sont pas comme nous. Hein. Alors il y a des gens, tu sens que c'est fait exprès. Mais il y a aussi, je pense, certaines personnes qui blessent pas volontairement, qui vont plus savoir comment communiquer avec nous alors qu'on n'a pas changé. Hein. Mais c'est plus de la maladresse. C'est blessant, très blessant, mais c'est pas volontaire. C'est un malaise en fait. Ils savent pas comment faire avec moi. Le problème, c'est que moi, je veux bien expliquer en quoi je vois mes différences, en quoi l'autisme fait écho chez moi. Mais si on ne vient pas vers moi et qu'on ne me pose pas des questions, je vais pas, moi, aborder le sujet et aller les voir. Oh, en fait, attends, je suis autiste, il faut que je t'explique en quoi ça consiste chez moi. Non, moi, je veux bien expliquer, mais si on s'intéresse, si on est ouvert d'esprit, si on pose des questions, si on vient vers moi, si c'est tout l'inverse de ça, je vais pas aller voir les personnes. Donc je veux bien faire des efforts en leur montrant que je suis toujours la même, hein, en leur posant des questions, en montrant que mes capacités, elles sont les mêmes. Mais quand je vois que les personnes, elles m'ignorent, qu'elles parlent par exemple à ma famille, les gens autour de moi, sauf à moi, montrent des photos à tout le monde, sauf à moi, je vais bien faire des efforts, mais faut pas non plus pousser. Si les personnes ne sont pas ouvertes d'esprit et pensent qu'on est forcément inférieur et qu'on ne peut pas communiquer, je peux rien faire en fait. Mais oui, c'est hyper blessant. Eh oh, c'est moi, c'est Lou, je suis toujours la même. Tu te souviens, avant on discutait bien. En fait, pourquoi j'ai créé ce podcast? Pour plusieurs raisons. Déjà, si je peux participer à mon petit niveau, à faire évoluer certaines idées, à ce qu'elles reflètent mieux la réalité, ça me tiendrait vraiment beaucoup à cœur. Y compris pour beaucoup de professionnels en manque de formation.
Bien que, attention, je mets pas du tout le monde dans le même panier, il y a des professionnels qui sont très bien aussi. Mais voilà, c'est un fait en fait qui est important d'expliquer. Mon deuxième souhait, ça serait vraiment que mon témoignage et d'autres témoignages fassent écho à plein d'autres personnes qui ont un TSA et que ça leur fasse du bien, tout simplement, de se sentir compris, de sentir que ils sont pas seuls en fait à être comme ça, de se sentir soutenus aussi parce que, comme je disais, on peut aussi en faire une force et voir un petit peu plus d'espoir. Je pense également aux familles qui doutent, qui ont du mal avec la communication, avec leurs proches, que ce soit un fils, un frère ou autre. Pour nous, c'est compliqué, mais des fois, je parle pour moi en tout cas, on n'a pas assez conscience de la difficulté que ça peut engendrer aussi pour les proches. Donc j'essaierai par moment, si je le sens, de donner mon ressenti, des conseils. Je suis pas une professionnelle du tout, mais en tant que personne TSA, qui a un handicap qui est assez invisible, je pense que ça peut peut-être aider dans le soutien et dans la compréhension aussi. Des petits tips qui, j'espère, aideront. Enfin, pour finir, j'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup de femmes qui ne sont pas encore diagnostiquées, qui voudraient, ou tout simplement qui sont loin du monde de penser qu'elles sont autistes. J'aimerais qu'elles se reconnaissent dans ce que moi je peux dire ou dans ce que les autres invités pourront dire. Pour avoir ce diagnostic et avoir une vie plus légère, entre guillemets, c'est pas révolutionnaire, hein, mais ça permet quand même de vivre la vie avec plus de légèreté et de faire mieux comprendre le comportement qui peut être parfois un peu bizarre, ou des choix. Et puis ce diagnostic, ça permet aussi d'avoir des aides. Donc moi, vraiment, il y en a qui souhaitent pas se faire diagnostiquer et c'est ok, chacun est libre. Hein. Mais pour moi, j'encourage vraiment à poser ce diagnostic parce que ça amène quand même pas mal d'avantages. Qu'est-ce qui a fait aussi que j'ai décidé de créer ce podcast? C'est aussi parce que après mon diagnostic, j'ai été accompagnée dans un organisme pendant 3 ans. Et à une période, on m'a demandé si j'étais OK pour apporter mon témoignage pour une journée de formation pour des éducateurs spécialisés. Et à l'époque, je me sentais pas d'être en présentiel pour apporter mon témoignage, mais par contre, je leur ai proposé de participer à travers un témoignage audio. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs qui m'ont vraiment beaucoup touchée et m'a fait me sentir utile. Et ensuite, il y a pas très longtemps de ça, je suis allée voir une magnétiseuse, pour quelque chose de personnel, et je lui ai dit que j'étais autiste. Et là, elle m'a dit que sa fille l'était également. Et quand elle m'a demandé un petit peu des explications sur mon parcours, sur comment je ressentais tout ça, je l'ai vue très émue. Et elle m'a dit elle-même qu'elle me conseillait d'apporter mon témoignage pour faire avancer les choses à ma petite échelle, pour aider d'autres personnes concernées ou des proches. Alors, je me voyais pas du tout écrire un livre, hein, bien que je sois beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, mais ça a bien persisté dans un coin de ma tête. Et comme j'utilisais déjà la voix, que ce soit en musicothérapie ou en voix off, je me suis dit, allez, tentons de témoigner comme tu le peux à travers un podcast. Alors, pour finir, je vais vous donner la structure du podcast. Alors, pour commencer, il y aura un épisode par mois, un épisode thématique où ça sera mon témoignage et mes connaissances. Et l'autre mois, j'aurai le plaisir d'accueillir un invité. Donc, j'espère pouvoir inviter d'autres personnes Asperger. Moi, j'utilise ce terme, donc Asperger, et parfois, ça pourra être aussi des professionnels. Et normalement, dès la rentrée, vous m'aurez 2 fois par mois dans vos oreilles. Mes épisodes seuls seront un peu plus courts,
si j'y arrive. Et les épisodes avec les invités seront un peu plus longs, à peu près 1 heure, si j'y arrive aussi, c'est pas dit. Je voulais aussi que vous sachiez que c'est pas facile de se livrer, surtout qu'il y a personne devant moi. Ouais, non, sachez que voilà, c'est pas simple de se livrer comme ça à des auditeurs qui sont inconnus, à des gens qui me connaissent bien aussi. Et pour ce podcast, j'avais vraiment la volonté d'être naturelle le plus possible. C'est-à-dire que je vais vous épargner les longs moments de les bruits parasites, les longs silences, etc. Mais je veux pas couper beaucoup de choses, même si vraiment je me fais violence pour ça. Parce que ça fait partie de mes particularités. Il y a ce perfectionnisme qui est là, à mes côtés. Qui fait le forcing pour dire mais non, mais il faut que ça soit parfait. Et il faut pas qu'il y ait de coupure, faut pas que là t'aies dit un mot de trop, un mot de moins, trop d'hésitation. Voilà, ça c'est moi en général. Donc là je me fais vraiment violence. Parce que déjà je trouve que c'est important dans un podcast, pour moi, hein, je parle pour moi, d'être vraiment authentique, sincère, et qu'on a l'impression qu'on parle en fait à quelqu'un directement. Et puis, surtout avec un sujet pareil, en fait. Mon but, à la base, c'est quand même de montrer ce qu'il y a derrière l'invisibilité. Donc si moi, je cache des choses, c'est pas très cohérent. Ça permettra aussi de voir comment je suis réellement. Donc comment, même si on n'est pas que autiste, comment mes particularités, mon TSA se manifestent chez moi en fait, parce que alors je me connais très bien, mais il y a des choses que je peux pas forcément me rendre compte, et ça va faire tilt peut-être à des personnes neurotypiques qui vont dire ah ouais elle il y a un petit truc quand même, je sais pas, elle a une façon de parler ou elle dit des choses bizarres ou elle se répète, elle cherche ses mots. Je sais pas, mais voilà, j'avais vraiment envie d'être la plus transparente possible, même si pour l'instant j'ai du mal. J'ai toujours accordé une grande importance aux mots. Pour moi, on a de la chance d'avoir une belle langue française. C'est d'ailleurs pour ça, petit aparté, que moi qui suis passionnée de musique, j'écoute aussi des musiques étrangères, anglaises, etc. Mais j'écoute principalement du français parce que justement, on a de la chance d'avoir une belle langue française en fait. Et la compréhension des textes, pour moi, est vraiment importante. Bien que un texte magnifique qui a une mélodie qui n'est pas mélodieuse ou que j'aime pas la mélodie, c'est aussi compliqué. La mélodie est quand même très importante aussi. Mais j'accorde une grande importance au texte. D'où ma réorientation dans la voix off. J'aime profondément l'idée de véhiculer des messages. Mais là, c'est quand même différent au niveau du podcast. C'est totalement un autre exercice, dans le sens où là, j'ai pas de texte, j'ai mon plan de prêt, mais je sais pas mot à mot ce que je vais dire, contrairement à la voix off. Et je pense que beaucoup de gens qui vont m'écouter, qui sont concernés par le TSA, partageront vraiment ce que je vais dire, c'est-à-dire que la spontanéité, c'est pas vraiment notre fort à la base. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook et Instagram. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager si vous le souhaitez pour faire connaître le podcast. Abonnez-vous parce que déjà ça me fera très plaisir. Ça me permettra aussi de sentir votre soutien et faire que le podcast marche, je l'espère. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et si vous êtes abonné, vous recevrez à chaque fois une notification dès qu'il y a une nouvelle publication ou un nouvel épisode qui est en ligne. Vous pouvez aussi laisser 5 petites étoiles sur la plateforme, ça me fera super plaisir. Et pareil, c'est ça qui fera la reconnaissance du podcast. On se retrouve dans un mois avec le 2e épisode qui parlera des difficultés de communication et d'interaction sociale. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est pas bien d'être un brin décalé ?